Je range mon bureau, c'est la vidéo numéro 45. La précédente remonte à il y a plus d'un mois et même en fait c'est ma première vidéo depuis plus d'un mois puisque j'ai interrompu tous les autres projets suite à d'une part effectivement un peu de surmenage et de beaucoup de travail professionnel et puis aussi parce que le ressort est un peu cassé. Alors on va essayer de voir si on réussit à retendre le ressort aujourd'hui parce qu'il faut de toute façon que je débarrasse un petit peu mon bureau en ce début d'été. Et je présente tout de suite mes excuses et aux spectateurs, téléspectateurs, internautes, je ne sais pas comment il faut dire, et pour mon état de forme assez modéré. Et surtout, je présente mes excuses aux auteurs qui seront présentés dans cette vidéo-ci et qui ne me trouve pas dans l'état, on va dire, d'analyse et d'enthousiasme le plus habituel chez moi. Alors une des raisons pour lesquelles j'ai différé beaucoup, c'est que je voulais vraiment être en forme pour consacrer une vidéo à 4 livres qui relèvent tous de la Lémurie. Et un des points de départ, c'est le 2e numéro des Lettres de Lémurie, qui est sorti il y a 2 mois et dont j'ai déjà très chaudement recommandé la lecture et l'achat aux éditions Dodovol sur les réseaux sociaux. J'ai déjà recommandé l'achat sur les réseaux sociaux. Les Lettres de Lémurie sont éditées aux éditions Dodovol. Et la raison pour laquelle je voulais faire une sorte de vidéo un peu spéciale, et du coup je ne vais pas parler de ces livres aujourd'hui parce que je n'ai pas totalement renoncé ni à l'espoir d'être plus en forme et plus motivé, ni à l'idée que je pourrais faire cette vidéo, c'est que j'ai lu plusieurs livres qui se rattachent à ce continent fantasmatique de la Lémurie, de l'océan Indien. C'est le dernier roman, très très beau roman, d'Ali Zamir, Dérangé que je suis. Ali Zamir, c'est un écrivain comorien d'expression française, c'est le 3e roman que je suis depuis le début et c'est vraiment très beau ce qu'il fait. Il y a le numéro de la revue Europe consacré à Malcolm de Chazal sous la direction d'Alexander Dickow, et là c'est pareil, j'aimerais bien pouvoir en parler plus en détail. Et puis autre livre dont j'aimerais parler plus en détail et que je garde donc pour une prochaine fois, le dernier roman de Swart Ravalosson, aux éditions Dodovol, toujours Amour, Patrie et Soupe de crabe. C'est très très bien, et donc sans attendre que je consacre une vidéo à ces 3 ouvrages, je ne peux que vous encourager à vous renseigner par vous-même. N'attendez pas que j'en parle, plus exactement, ben voilà, j'en ai déjà parlé. Donc vous pouvez bien sûr vous y intéresser. Alors il y a un certain nombre d'autres livres dont je voudrais parler. On va voir comment je fonctionne. Eh bien il y a Seuf El-Badawi, qui est lui-même comorien d'ailleurs, donc décidément on est toujours dans cette partie-là du monde. Et Seuf El-Badawi, j'avais commencé à lire ce petit livre publié aux éditions Vendailleurs, Un 10 cris pour nos morts, la rage entre les dents, qui parle d'une manière très lyrique et avec un grand souffle comme ça, très émouvant aussi, des passeurs et des noyés. Mais il s'agit des noyés comoriens, des comoriens qui cherchent à rejoindre la France en allant à Mayotte. Et il y a une dénonciation bien sûr des hypocrisies gouvernementales, politiques autour de cette question-là, qui en quelque sorte on peut dire résonne de manière également très très large avec tout ce qui se passe depuis de nombreuses années désormais en Méditerranée, et bien entendu encore récemment avec toute la polémique autour de Carola Rackete. Je vais lire un extrait. Je pense que voilà, je vais me simplifier la tâche en lisant des extraits. Désolé si je parle mal des livres, au moins je vais essayer d'en faire entendre un peu. Youyous et voyous en pagaille dans nos rues accueillées, je me souviens, ces seigneurs d'un temps nouveau, des femmes de vaincues en chaleur, cul à l'air, paradées sous leur lit pour une nuit, où même le dieu des inconscients ne sut pas se relever. Épisode enfoui des mutilations volontaires, ce chapitre revenu il y a peu, à l'affiche d'un palais de justice à la toge retournée, ravive notre méfiance à l'égard de l'histoire annonnée du vainqueur par tant pis miracle d'un langage subverti de 10 heures de grand chemin au service d'une puissance dévastatrice. Quand se raconte une épopée civilisatrice en terre conquise, l'évocation d'un viol collectif par chaos impressionne les kidams sans cervelle. Donc ça se présente par bloc de texte
dans lesquels on retrouve des sortes de vers qui sont mis bout à bout dans des paragraphes extrêmement compacts, et avec de temps en temps un vers isolé en quelque sorte, et ici juste après ce que je viens de vous lire, un peuple entier sous chicote. Seuf El Badawi aux éditions Vendailleurs. Tiens, d'ailleurs, j'ai eu ce cadeau-là récemment, le modèle noir, très beau catalogue de l'exposition actuellement en cours au musée d'Orsay, et je n'ai pas tout à fait fini de lire tout ce que je voulais lire dedans, donc j'en parle pas aujourd'hui, mais avec le catalogue de l'exposition, le modèle noir, j'ai eu aussi en cadeau un pas de chat sauvage de Marine Gaille, donc le dernier texte de Marine Gaille, et qu'elle consacre à la figure de Maria l'Antillaise. Et sans rentrer dans le détail, il y a deux figures très importantes de métisses dans le milieu culturel et le milieu de la bohème et le milieu théâtral en France, à Paris plus précisément, au milieu du 19e siècle. C'est Maria l'Antillaise et Maria Martinez. Et en fait, actuellement, les chercheurs, il y a plusieurs articles qui sont consacrés à ces deux figures dans le catalogue que je viens de vous montrer. Et actuellement, les chercheurs ne sont pas absolument sûrs qu'il s'agisse de deux personnes différentes. Donc il y a des hypothèses et des contre-hypothèses, comme quoi ça serait la même personne, et puis d'autres qui affirment qu'au contraire, on a des éléments permettant de prouver que ce n'est pas la même personne. Marine Gaille part de ces figures historiques, et de toute l'ambivalence, et de tous les blancs aussi qu'il y a autour de leur histoire, pour écrire ce petit texte très beau, Un pas de chat sauvage. Et c'est aux éditions Musée d'Orsay Flammarion, et elle part évidemment de ces photos très connues de Nadar. Voilà, on ne voit pas bien ici, et donc elle fictionnalise ça avec le talent qui est le sien, Marine Gaille, qu'on ne présente plus. Atlas de Michel Serres, et quand Michel Serres est mort, j'ai repris mon vieil exemplaire, allais-je dire, d'Atlas, et je vais vous en proposer un extrait vers le début. Voici 10 boîtes de formes et de tailles variées. Maçons, logiciens ou biologistes, nous jouons souvent, comme pendant notre enfance, à mettre les petites dans les grandes, en optimisant placement, ordre et position. Dans le plus aisé des cas, il s'agit de cubes ou de poupées russes. Pour un ensemble donné, il peut exister 2 ou 3 solutions au problème de l'emboîtement ou de l'implication, mais le plus fréquemment, la plus simple. Une seule, exactement. Logique et géométrique, ce travail rationnel ne donne qu'un sens à la préposition « dans ». Ainsi se conduit le pilote dans son navire, ou le baron en son salon dans son hôtel à Guérande, Bretagne, France. Soit maintenant une collection de sacs et de poches, de filets, en jute, caoutchouc, toile ou autre matière souple. Aussi variables que se présentent leur forme et leur taille, n'importe lequel ou presque d'entre eux contiendra, si je m'y prends bien, l'ensemble des autres. Pour ce tas, il y a autant de solutions que l'on veut à la question de l'ensachage, c'est-à-dire de l'implication. Devinez ce que contient la boîte? Réponse minimale. Une ou plusieurs petites en série décroissante. Qu'enveloppe cette grosse boule bleue, gonflée, ou ce volume bouffi, sombre ou affaissé, lourd, léger? Pas de réplique raisonnable. Pourquoi dites-vous toujours boîte noire et jamais sac? Quand vous dites implication, s'agit-il d'emboîtement ou d'ensachage? Et c'est extrait d'un des intermèdes du 2e chapitre qui s'intitule Habiter les plis du sac. Je n'ai pas ni l'énergie, ni la compétence, vous l'avez compris, ni le temps, la forme de parler plus en détail de ce livre-là. Alors je n'avais toujours pas rangé, alors que j'en avais parlé la dernière fois dans la vidéo numéro 44 du dernier livre roman traduit de Lobo Antunes, traduit par Dominique Nedelec aux éditions Bourgois, comme toujours, jusqu'à ce que les pierres deviennent plus douces que l'eau. Il m'avait manqué un peu de temps pour lire un extrait, et je vais donc vous lire un extrait. Page 382. Et si par hasard j'étais allé regarder par la fenêtre, toi plus nulle part. Parfois j'en arrive à me demander si tu existes vraiment. Tu ne touchais à rien, tu ne regardais rien, tu ne parlais à personne, les mêmes habits des mois d'affilée, le même silence, la même indifférence, le même coin de table sans que tu fasses jamais attention à nous.
entendant des voix intérieures que personne ne connaissait. Mon père et ma mère évitaient de te regarder, je ne sais pourquoi. Tu ne touchais à rien, tu ne mangeais presque pas. Si on te demandait quoi que ce soit, un geste pour écarter la question, tu débarquais sans prévenir, t'en allais sans dire au revoir. Quand notre mère est tombée malade, aucun changement chez toi. Tu restais un moment sans regarder personne, et ensuite, la porte claquait, sans que ce soit aperçu que tu étais parti. Si je m'étais approché de la fenêtre, je t'aurais vu dans la rue avec la même démarche que d'habitude, jusqu'à ce que tu tournes le coin de la rue. Je ne t'ai jamais connu aucun fiancé, aucune collègue, je ne t'ai jamais vu rire, je ne t'ai jamais vu pleurer. Tu n'as jamais prononcé mon prénom et cependant, tu venais tous les ans pour la tue-cochon. Regardant mon père, regardant les couteaux, me regardant moi comme si tu savais ce qui allait se passer demain. Je crois que mon père et ma mère le savaient aussi bien que toi et pourtant ils n'ont rien dit, à quoi bon. De même que ni mon père ni moi n'avons mentionné une seule fois les mains et les oreilles coupées, les kimbos en flammes, les animaux égorgés, son excellence à moi, après nous avoir examinés un à un avec une perplexité désolée. Quand je suis avec vous, je ne comprends rien. Il est très difficile, c'est toujours un exercice difficile, mais avec Lobo Antunes, il est difficile d'extraire comme ça une page sans l'avoir contextualisé, sans avoir réexpliqué un certain nombre d'autres choses. J'ai parlé un petit peu de l'intrigue de ce roman de Lobo Antunes et de son point d'orgue, de son point final et de la finalité narrative, c'est-à-dire du fait que tout le texte est construit sur une multitude de chapitres dont les narrateurs sont plusieurs personnages différents, tous issus de la même famille, et qui participent de la fameuse du cochon, justement, puisque l'intrigue se passe sur 3 jours. Le fait que ça se termine par le fils adoptif noir qui égorge son père adoptif lors de la tue cochon. Et là, c'est lui qui parle et qui s'adresse à sa sœur, donc à sa sœur adoptive, puisque la sœur est la fille biologique de ses parents adoptifs. Voilà, c'était pour donner un peu plus en détail à entendre un extrait de ce Lobo Antunes traduit par Dominique Nedelec. D'autres livres encore sur la pile, peut-être tiens que je vais en venir à ces 2 livres en anglais lus récemment, qui sont tous les 2 des essais, et en fait la raison pour laquelle je les présente ensemble, j'arrive pas à faire ça droit, je sais pas ce qui se passe. Voilà, la raison pour laquelle je les présente ensemble, c'est que j'ai commencé par lire The Death of Truth, qui est un petit phénomène éditorial, je crois que c'est paru l'an dernier, 2018, The Death of Truth de Michiko Kakutani. Et Michiko Kakutani, c'est une critique littéraire et c'est une journaliste qui a longtemps travaillé pour le New York Times et pour le New Yorker. Et elle a écrit ce livre en fait pour essayer d'analyser et de démonter toute la rhétorique de ce que l'on appelle la post-truth, la post-vérité, de ce que l'administration Trump elle-même a nommé post-vérité, c'est-à-dire ce qu'elle appelle évidemment The Death of Truth, c'est-à-dire le mensonge. Et évidemment, elle montre en quoi toute la campagne de Trump, toute la campagne politique de Trump et toute la mise en place de son administration repose sur une pratique systématique du mensonge et de la vérité alternative, des faits alternatifs, les fameux alternate facts, et la dénonciation des vraies informations et de la vérité comme de fake news. Donc en fait, tout l'essai de Michiko Kakutani est consacré à cette question très importante dans notre contexte contemporain, de la façon dont soit la politique et l'idéologie, soit les réseaux sociaux, et en fait surtout la conflagration ou l'entrecroisement de la politique et de l'idéologie et de leur inclinaison sur les réseaux sociaux, finissent par aboutir à cet effritement de la vérité, et plus qu'un effritement même, au fait qu'il y a une inversion permanente qui rend la vérité indistinguable de l'invention ou de la fausseté ou du mensonge. Alors ce qui est très intéressant, c'est que c'est un essai qui est écrit du point de vue de quelqu'un qui est plutôt spécialiste de sciences humaines et même de littérature, ce qui fait qu'elle s'intéresse évidemment à toute la généalogie de cela et en quoi toute l'extrême droite et la alt-right américaine s'approprie tout un héritage intellectuel qui est celui en fait de la gauche, et notamment de la gauche la plus radicale, celle qui va des situationnistes aux déconstructionnistes, et donc elle réinterroge tous les concepts postmodernes, bien entendu, d'indétermination, pour montrer comment de manière perverse et de manière subversive, mais de manière négativement subversive, l'extrême droite
américaine, et c'est très, en général, l'administration Trump et Trump lui-même, bien sûr, pervertissent ces idées-là pour servir, évidemment, une idéologie néfaste. Et donc, The Death of Truth, c'est un essai que j'avais beaucoup envie de lire pour ces raisons-là, qui est très riche, qui donne énormément de pistes, qui cite énormément de choses, hein, donc qui s'appuie sur beaucoup d'éléments, qui est peut-être un petit peu bref, qui a tendance peut-être à aller un peu vite en besogne, c'est peut-être le reproche qu'on pourrait lui faire, mais ça fait vraiment réfléchir, c'est un essai à l'anglo-saxonne, c'est pas du tout construit d'une manière dialectique, grand 1, grand 2, grand 3, etc. C'est plus une sorte d'essai par saut et gambade à la Montaigne. Mais il y a énormément d'argumentation, il y a énormément de ressources et de références, et il y a beaucoup de références bibliographiques qui donnent envie de lire d'autres livres, et c'est notamment en lisant The Death of Truth que je me suis procuré ensuite The Filter Bubble, parce que The Filter Bubble de Eli Pareza, eh bien, elle le cite à plusieurs reprises, et on verra pourquoi. Alors, The Death of Truth est traduit en espagnol, si je ne me suis pas trompé, est traduit en italien, en allemand, donc un certain nombre de langues européennes. Il n'est évidemment pas traduit en français, puisque les éditeurs français continuent de ne pas totalement faire leur travail sur ces questions-là. C'est un livre vraiment très important, et c'est tout à fait dommage qu'il ne soit pas traduit, parce qu'il aide vraiment à comprendre les mécanismes linguistiques et idéologiques du mensonge sous Trump. Bon, j'ai corné un très grand nombre de pages, je pourrais lire de nombreux extraits, mais je ne vais pas le faire, je pense que je l'ai suffisamment, on va dire, présenté. Alors, The Filter Bubble que je voulais présenter avec, c'est un livre de 2011, un livre donc de Eli Pareza. Et Eli Pareza a écrit ce livre pour essayer de s'interroger, mais vraiment, j'allais dire presque en philosophe. C'est une réflexion que moi j'ai trouvé, dont j'ai trouvé que finalement elle se rapprochait d'une forme de philosophie, d'essai philosophique. Il réfléchit à la manière dont les réseaux sociaux, et c'est la limite numéro un, je veux dire vraiment de ce livre-là, c'est qu'en fait il parle surtout des algorithmes de Google, pour ce qui est des moteurs de recherche, et des algorithmes de Facebook pour ce qui est des réseaux sociaux. Et donc il prend principalement ces deux exemples-là, Google d'une part, Facebook de l'autre, pour montrer comment on croit tous, quand on est sur le web, accéder à une forme de globalité qui est égale pour tous, alors qu'en fait, les différents modes de filtrage et d'individualisation des contenus font que nous avons accès à ce qui est préconfiguré en fonction de nos recherches précédentes et de nos goûts. C'est quelque chose dont toute personne qui utilise un petit peu, on va dire, intelligemment les réseaux sociaux se rend compte. Si on n'a que des amis Facebook qui ont à peu près les mêmes idées, les mêmes vues idéologiques que soi-même, eh bien on est dans une espèce de répétition permanente de tout ce que l'on voit. Et par exemple, moi je connais des gens qui m'ont dit, c'est quand même curieux, je ne sais pas où sont tous ces gens qui votent Le Pen. Ben, évidemment, ils ne sont pas dans ton carnet d'amis, ils ne sont pas dans ton carnet, ils ne sont pas dans ton entourage. De même, peut-être qu'avant les réseaux sociaux, tu n'en fréquentais pas beaucoup. Ben voilà, s'ils sont pas. Donc il y a cet effet déceptif qui fait que on a l'impression que ce que l'on voit de l'immense pluralité riche, etc., quand on se connecte à nos réseaux sociaux, et même quand on fait des recherches dans les moteurs de recherche comme Google, on a cette impression que ça représente le réel dans toute sa multiplicité, alors qu'en fait ça représente uniquement ce qui nous est filtré à titre personnel du réel. Donc ça c'est le point de départ de ce livre, hein, Filter Bubble, What the Internet is Hiding from You. Et là encore c'est un livre qui a été traduit dans les principales langues d'Europe, sauf en français. Donc voilà, même remarque que précédemment pour le livre de Michiko Kakutani. Et donc c'est un essai que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, qui est construit de manière peut-être un petit peu plus rigoureuse d'ailleurs que le livre de Michiko Kakutani, et qui est en partie obsolète aussi, à savoir que c'est écrit en 2011, ça fait déjà 8 ans, et c'est vrai que depuis, par exemple, juste un exemple, il parle beaucoup du like button, hein, du bouton j'aime sur Facebook, en disant que c'est une manière de restreindre, de simplifier le rapport au contenu, et depuis, on le sait, il y a quand même une multiplicité de boutons qui ont été ajoutés, qui fait que l'on peut, sans mettre de commentaires,
marquer son désaccord, son accord profond, sa surprise, etc., sa tristesse, etc. Donc il y a tout cet élément-là. Donc c'est un livre qui est déjà en partie anachronique, mais seulement en partie. Et puis de toute façon, il permet aussi de réfléchir sur un état du savoir, et surtout il le relie à toute une histoire de la technologie. Donc pour toutes ces raisons-là, ben oui, moi je l'ai lu à la mi-2019 en étant un praticien des réseaux sociaux, et bien néanmoins, je recommande la lecture de ce livre, qui pourrait être moins immédiatement contemporain que celui de Michiko Kakutani, est vraiment très intéressant à lire en parallèle, on va dire. Je poursuis avec plusieurs livres, peut-être, tiens, commencer par les livres des éditions du Réalgard. Les éditions du Réalgard, je continue de remercier très chaleureusement Daniel Damar de me les envoyer. Il y a vraiment des très très beaux livres, peut-être que mon préféré dans ces trois-là, mais j'ai bien aimé les autres, c'est celui de Marie-Laure Zos. Et Marie-Laure Zos, je connaissais déjà un livre qu'elle a écrit il y a quelques années, publié il y a quelques années aux éditions Chêne. Et là, c'est un livre en deux parties, à force d'en découdre. Ça vient donc de sortir aux éditions du Réalgard 2019, Marie-Laure Zos, voilà, vous le voyez, à force d'en découdre. Avec, ah, on va y arriver. Voilà. C'est donc en deux parties, et je vais vous lire la page 26. Encore une fois descendu, nous rouillant les sangs, échinés par l'angoisse, là où on nous poussait clopinant dans la cohue, brûlant outre mesure de nous assortir. Alors, à pleine volée, le carillon d'airain nous jette aux angles une vie fracturée de partout. On se récite les escaliers de bois, le pavage humide et noir. Jamais on va guérir, n'est-ce pas? De rémission aucune, on en mettrait sa tête à couper. Des rêves nous embarquent là-bas, dans le passage sous voie, sous les poutrelles mâchurées par les émanations de châtaignes. S'y rallient nos misères devant quel brasier contre le mur, et vient nous en débusquer le petit jour, gringalés ahuris, l'esprit chaviré d'avoir connu le souffle du feu. C'est tiré de la première partie, pas compter au nombre, qui, on va dire, en schématisant beaucoup, parle de l'enfance et des enfermements d'enfance et de la puberté en fait aussi, hein, plus généralement. C'est très très beau. Et la couverture est de Girard Titus Carmel. Ça c'est aux éditions du Réalgard. Et donc deux autres livres aux éditions du Réalgard, toujours dans la collection L'Or Piment, avec des dessins de Corinne Pénin, Tectonique d'Antoine Choplin, dont j'ai noté une page que je vais vous lire. Ouais, c'est toujours très beau, il y a toujours un très beau travail éditorial, ce sont vraiment des beaux livres. Ils sont pas chers du tout en plus, hein. Vraiment, vous pouvez, ça fait des beaux cadeaux, 14 € seulement. Voilà. Je rêve d'une parole qui se dédierait au silence, consentante à s'éteindre à ses mains nues d'affamés. Je guette leurs baisers, leurs langues mêlées, ce qui se dit et ce qui se tait. Je rêve d'une parole et d'un silence, miracle l'un à l'autre. Et pas loin, le murmure du fleuve, qui sait combien tous deux sont libres et égaux en droit. Antoine Choplin, Tectonique, très bien aussi. Et enfin, avec des photographies de Christiane Sentes, c'est également un livre de 2019. Jean-Pierre Chambon, Un écart de conscience. Donc ça fait partie des toutes dernières parutions, là aussi 14 €, un très beau livre aussi. Également en deux parties, il y a la partie Un écart de conscience et il y a un poème plus court qui clôt le recueil et qui s'appelle Prosopopée du peintre des cavernes. Là, vous l'avez là, avec les... C'est très difficile de montrer les photos dans ce livre-là, je fais un effort quand même. Je vais vous lire un extrait du premier poème. Page 25. Un autre paysage s'entr'ouvre là comme la palpitation d'une annonce, au cœur d'un fourmillement de traces insignifiantes. À cette source imprévisible, je ne recueille rien, rien de tangible en tout cas. Seule l'impression troublante d'avoir frôlé une limite obscure m'accompagne longtemps. Et quand même, tant pis, je prends 30 secondes de plus pour vous montrer comment sont faits ces livres, parce que j'en parle quand même assez souvent, c'est la collection L'Or Piment, aux éditions du Réalgard. Et donc, voilà comment c'est fait, je vais me mettre comme ça sera plus facile, vous voyez. Donc il y a
des poèmes dans une très jolie typographie avec les photographies ou les peintures ou les dessins, ça dépend, vous voyez. Donc dans ce recueil-là, ce livre de Jean-Pierre Chambon, ce sont des photos, et ce sont des photos qu'il faut vraiment voir dans l'ouvrage, parce que ça passe pas très bien à l'écran, je crois. Et ça, c'est pour l'illustration de la prosopopée du peintre des cavernes, et on voit vraiment une espèce d'influence un petit peu japonisante ici, dans cette photographie de Christian Sentes, et ça va très très bien avec le texte du second poème. Voilà, les éditions du Réal Gare, collection d'or piment, ça reste, j'allais dire, une valeur sûre, une valeur peut-être parfois méconnue, mais une valeur sûre. Vous vous renseignez sur internet et vous achetez ça, vous offrez ça à vos amis. On continue. Tiens, il y avait longtemps les éditions Louise Bottu, Ozu de Marc Potrel. Marc Potrel qui je crois est un collaborateur de la revue L'Infini et qui a publié plusieurs livres dans la collection L'Infini aux éditions Gallimard, a publié ce livre il y a quelques années, en 2015, aux éditions Louise Bottu, donc, que je ne présente plus parce que j'ai parlé déjà assez souvent des éditions Louise Bottu, et c'est une sorte de biographie romancée ou de regard sur la vie de Ozu, du cinéaste bien sûr, et c'est un livre qui moi m'intéressait à plusieurs titres. D'abord parce qu'il y a très longtemps que je n'ai pas regardé de film d'Ozu, mais à un moment donné c'était pour moi une des références absolues en termes de cinéma, et donc déjà ce livre m'a donné envie de revoir des Ozu, et même en l'occurrence de voir tous ceux que je ne connais pas. Donc déjà à ce titre là, eh bien c'est un livre qui est réussi, si j'ai réussi à le cadrer correctement. Donc déjà, voilà, je peux déjà dire ça. Marc Potrel, Ozu, c'est bien marqué roman, c'est donc ce n'est pas une biographie, mais c'est une prose narrative qui s'inspire et qui part d'un certain nombre d'épisodes de la vie d'Ozu, en commençant par un tremblement de terre quand il était très jeune, par la destruction de la maison familiale quand il était très jeune, et j'ai noté de nombreux passages à la page 31, la mort du père, à la page 51, un rapport, voilà, avec une énumération de nourriture, des nourritures qu'aime Ozu, et je suppose que Marc Potrel s'est documenté pour faire cette énumération-là, mais moi ça m'a rappelé bien sûr évidemment un tropisme très important dans le Japon contemporain, qui est toute la facette gastronomique des livres de Ryoko Sekiguchi, le Club des Gourmets, puis récemment aussi j'en ai parlé de son dernier livre qui m'avait un petit peu plus déçu, mais voilà, donc il y a toute cette phase-là, et donc à cette page 51, c'est une longue phrase qui énumère algues vertes vinaigrées avec graines de sésame, concombres et radis blancs marinés dans du piment, soupe de miso avec petits cubes de tofu, petits champignons avec cerfeuil et miso rouge, saké de la région de Nagano, algues noires avec soja, tempura, beignets de légumes et beignets de poissons, sushi, saumon, dorade, calmar, thon, anguille, brochette de poulet, oignons, pâte de soja avec sésame. Je n'ai même pas lu la moitié de l'énumération. Et je dédie d'ailleurs cette page, enfin ma lecture de cette page, je vais pas dire, c'est pas moi qui l'ai écrit, à Marie-Aude Ravet, qui n'arrête pas de poster des photos des plats excellents qu'elle cuisine, et c'est pas toujours japonais, loin de là. Il y a elle cuisine énormément de plats appartenant à des cultures très différentes, mais très souvent il y a aussi des choses japonaises. Allez, je lis un autre extrait. Page 86. Chez un antiquaire de Tokyo, il a trouvé un meuble ancien, une sorte de buffet en acajou qui lui sert d'armoire et où il range tous ses papiers, notes de tournage, courriers reçus, photographies prises avec son appareil de poche, croquis, calligraphie et surtout ses carnets de notes, son journal intime finalement. Même s'il n'y inscrit jamais rien de trop intime. Ce qu'on pense vraiment au plus profond de soi, on ne doit pas l'écrire, on doit le transformer en autre chose. Voilà. Ozu de Marc Potrel, édition Louise Bottu, tiens, et 14 € aussi, c'est de 2015, et là encore, et déjà, juste si vous vous intéressez au Japon, et si vous, alors a fortiori, si vous aimez le cinéma d'Ozu, ce livre est indispensable. Et on finit par du
copinage ou du quasi-copinage, parce que ce sont des livres qui m'ont été offerts par leurs auteurs, et ce sont des livres qui tous m'ont plu, donc ça tombe bien, parce qu'il y a des fois je suis un peu gêné, mais si jamais on m'envoie un livre ou on m'offre un livre, et, parce qu'on sait maintenant que je fais ces vidéos-là, même si ces vidéos sont très confidentielles, voilà, je suis toujours donc, du coup un tout petit peu embarrassé, je me dis mince, qu'est-ce qui va se passer si ça ne me plaît pas. Bien là les trois m'ont plu, et dans des genres très différents, dans des genres et dans des langues différentes. Le premier recueil de poèmes de Germain Tramier aux éditions de la Crypte, Germain Tramier qui a gagné le prix de la Crypte 2018. Alors c'est assez curieux parce que Germain Tramier, j'ai fait sa connaissance totalement virtuelle sur Facebook, et il y a une sorte d'ironie dans cette rencontre-là, c'est que Germain Tramier, qui est beaucoup plus jeune que moi, donc c'est le dernier lauréat du prix de la Crypte, et le prix de la Crypte, qui est remis dans les Landes, c'est un prix que je connais depuis mon enfance, et mes parents m'avaient offert en fait le recueil du premier lauréat du prix de la Crypte, je dois encore avoir ça quelque part. Le poète, c'était Bruno D, et j'adorais ce livre, c'était vraiment un très beau recueil de poésie. Et donc voilà, là, on va dire que la boucle est bouclée, sauf que ça n'est jamais fini et que la boucle n'est jamais bouclée. Mais voici donc Corps silencieux de Germain Tramier, et ça m'a beaucoup plu. J'ai écrit déjà sur Facebook que ça m'avait fait penser un petit peu dans les proses, parce qu'il y a des poèmes qui ne sont pas des proses, mais il y a beaucoup quand même de prose. Hein. Il me l'a dédicacé, ça c'est très gentil, merci beaucoup. Et les proses me font beaucoup penser aux proses poétiques de Jean-Michel Maulepoix, et chez moi c'est un énorme compliment de dire ça. Ensuite, évidemment, c'est une simplification, c'est également dans la voix, comme bien sûr dans les thématiques, profondément différent des livres et même de l'écriture de Maulepoix. Enfin, ça m'y a fait penser, il y a quelque chose dans la texture de la prose, dans les rythmes aussi, qui est vraiment évocateur de ça. Je vais vous lire à la page 39, Hiver. Qui a mis l'hiver au mur, demandes-tu le soir dans la chambre. Un faisan de papier pèse à côté de la lampe. Les vitres sont gondolées, le plafond goutte en flocons bleus. Décembre gémit dans la pendule. Tu appuies ta main sur le papier peint. Elle devrait s'enfoncer derrière, dans la lèpre des murs. Mais le téléviseur gercé a retenu ta paume, le ciel entre à flot par les baies. Tu voudrais t'allonger contre le parquet, te couvrir de ces murs, des traversins gonflés d'oiseaux, comme un faisan battant des ailes, labourant sa peau sur les charpentes de ta chair. Et tu as fleuré l'hiver dans la chambre, l'hiver entrant sous les portes, s'infiltrant en brume par les serrures, l'hiver étoilé de ton ventre, l'hiver ruminant les parquets d'enfance. C'est donc Hiver, un corps silencieux de Germain Tramier, et je me suis trompé en lisant, mais je ne me suis pas interrompu pour ne pas rompre la continuité. Ce n'est pas tu as fleuré l'hiver dans ta chambre, c'est tu as flairé l'hiver dans ta chambre. 1000 excuses au poète, et donc un conseil de lecture encore. Autre livre offert, j'avais mis quoi comme, vous savez, j'avais mis ça comme marque-page. Moi j'utilise pas trop des marque-pages sophistiqués, mais ça c'est le cadeau d'une étudiante chinoise cette année. On ne fait pas souvent des cadeaux. Donc voilà, je peux le signaler. Donc je le dis, si mes étudiants passent, vous avez le droit de nous faire des cadeaux. Hein. Alors à la fin, parce que sinon c'est de la corruption de fonctionnaires. Bien, peu importe. Autre poète à m'avoir envoyé ou faire son recueil, Alexander Dickow, Appetites. Alexander Dickow, j'avais parlé, alors je ne sais pas s'il faut dire Dickoff ou Dickow, donc j'ai oublié de lui demander. Et là encore, je ne le connais encore que virtuellement, on a beaucoup échangé, notamment via Facebook, depuis quelques temps. Et j'avais parlé de son livre publié aux éditions Louise Bottu, comme vous voyez, c'est un petit monde, et je l'ai là, je ne sais pas où il est, je ne le vois pas, c'est pénible, il est tout mince, donc je ne le vois pas, c'est pas grave. Ou alors il est resté dans les Landes, il a dû rester dans les Landes. Son livre sur les kakis, c'est un livre très étonnant, très curieux. Alors sa poésie, là, ce sont des poèmes en anglais, donc il écrit à la fois en anglais et en français. Et là, c'est un recueil de poèmes en anglais qui est paru en 2018. C'est à Mad Hat Press, et donc ça s'appelle Appetites. Et donc, comme son nom l'indique, ça s'intéresse à la question de l'appétit, de l'appétence, et donc, bien sûr, de la matière, et notamment, bien sûr, de la matière qui se mange. Donc, il y a des métaphores, mais aussi des textes qui, très littéralement, parlent de nourriture, parlent d'absorption.
Et un des fils conducteurs de ce recueil, dans l'écriture même du poète, c'est une utilisation du décalage permanent. C'est-à-dire qu'il y a très souvent dans la syntaxe, dans les expressions, dans l'utilisation des mots, dans la manière d'apparier les mots, des décalages délibérés qui font qui sont presque de l'ordre de l'approximation, à savoir qu'on a une sorte de glissement du terme auquel on s'attend quand on lit le livre au terme qui est employé et qui est différent et qui est très proche en même temps. Et donc donc il y a une sorte, pour le lecteur, on est en permanence comme ça, on est en permanence court-circuité, titillé. Et donc c'est une langue qui est très exigeante et qui est très jouissive également à la fois. Donc je vais vous en donner un exemple en lisant deux textes, dont un d'ailleurs est, je crois, non, j'allais dire un est le centre du livre. Non, le centre réel du livre, c'est un poème qui s'appelle To a Politician et qui se trouve à la page 35. C'est le poème médian, il est vraiment au centre. Et il est intéressant à d'autres titres, mais je ne vais pas le lire aujourd'hui, mais je vous le signale. Non, je pensais au poème Airlines à la page 23. Très difficile à lire en faisant entendre les jeux de mots, parce qu'il y a énormément, comme je le disais, de glissements de termes, voire même d'ailleurs de jeux sur les homophones. Alors le plus simple serait peut-être de le montrer et de le lire à l'écran. Je ne fais pas ça d'habitude, je ne sais pas si je vais m'en sortir. On va essayer. Airlines. Overhead bins shall all carry an items engulf, or under lurk the seat front of you. Calm down now the every device. Release of ice by raise the metal flap. For floating you may use the cushion, your arms insert with straps until your heart against it hug. And when the craft would come apart, adjust yourself the mask upon before insisting other passengers, and follow urgent lights who come alive until the hatchway most nearby, and rolling where escape could slide, undone into a desperate raft. Donc c'est un poème qui part des instructions qui sont données par les hôtesses de l'air, en modifiant tout et en triturant tout et en transgressant en fait et la syntaxe et le sens. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai hésité à un moment donné, c'est que j'arrivais pas bien à le lire, ça m'a fait mal aux yeux de lire ça comme ça, et c'est pas grave, au moins vous avez vu, parce que sinon enfin, je pense que si je l'avais juste lu, vous seriez dit mais qu'est-ce qu'il raconte. Mais par exemple, the seat in front qui devient the seat affront, c'est-à-dire l'affront du siège littéralement, et quand j'ai hésité, c'était parce qu'il y avait before insisting other passengers, et donc là, de même que ça fait partie des instructions dans les avions, hein, c'est-à-dire on doit d'abord placer le masque sur son visage avant de venir en aide aux autres passagers, before assisting, assist et pas insist, et donc là il passe de assisting à insisting, donc c'est très... C'est très réussi comme poème. En plus, ça perturbe la forme du sonnet, puisqu'on on a un poème de 14 vers, 2 quatrains, 2 tercets, mais les 2 tercets sont au milieu. Donc voilà, donc tout dans le langage, dans les enjambements, dans la syntaxe, dans la structure même du poème, joue avec des formes qui sont des formes normées, et pour les pervertir, pour les subvertir, et c'est très réussi. Je vais en lire un autre, et puis je ferai un troisième rush pour ce film qui va être à nouveau très long. Abstract Meal, c'est à la page 9. Et celui-là, je ne le montre pas parce que ça va être plus reposant pour moi de le lire. J'espère que vous allez réussir à vous en sortir. The concept's guests sip cups of quietly foam. Atop a bed of leafy quotients nest the pungent conic sections. Pass me a wedge of candid speculation. Who polished off the tangy notion? Someone's picked every theorem off the slanted frosting. The host hate too many symmetries. What tasteful geometries. Donc quand même que je montre au moins une chose que vous n'avez pas pu entendre. Hein. C'est Pass me a wedge of... Où est-ce que c'est? Voilà. Pass me a wedge of candid... Ah là là, j'arrive pas à inverser. Je suis totalement mal détarisé. Latéralisé. Speculation, ouais. Donc candid... qui ici est le participe passé déjà assez bizarre d'un verbe candé, qui se prononce comme candid, ça veut dire
innocent, naïf, etc. Voilà, donc là encore, jeu sur les homophones. Et je termine pour aujourd'hui, sachant, comme vous l'avez bien compris, qu'il y aura bientôt, je ne sais pas quand, peut-être dans un mois, je ne sais pas quand, un numéro spécial Lémurie, on y reviendra. Je termine avec un livre qui là encore m'a été offert et dédicacé, hop là, merci beaucoup à elle, par l'autrice Linda Schwitten. Et Linda Schwitten, c'est une collègue qui enseigne en Algérie, et qui a actuellement un très beau projet de traduction des poèmes kabyles de Simohand en anglais. Et voilà, et donc on est en contact à ce sujet-là, et elle a publié ce roman aux éditions El Kalima en Algérie. Et alors la raison pour laquelle je veux parler de ce livre-là, c'est parce qu'il m'a plu, mais c'est aussi parce qu'en fait on ne peut pas se le procurer en France, donc j'espère que lors de son prochain passage en France, Linda Schwitten, de toute façon on va tout faire pour essayer de se voir la prochaine fois qu'elle passera en France, mais ça serait bien qu'elle amène quand même pas mal d'exemplaires, et moi vraiment je sais que je vais pouvoir un peu les distribuer, j'ai vraiment envie d'offrir ce livre à pas mal de monde, donc vous pouvez supputer déjà que si j'ai envie d'offrir ce livre à pas mal de monde, c'est qu'il, enfin je sais pas, c'est qu'il peut être intéressant. Puis le fait que ça soit comme ça un livre qui est totalement en dehors des radars de la critique littéraire métropolitaine franco-française, en soi, est déjà, moi je trouve, de nature à intriguer ou à intéresser. Et donc le roman des pauvres cheveux, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est un livre qui m'a beaucoup plu parce que d'abord il est très drôle, il est très nerveux, il est très, enfin, il se lit bien, enfin, c'est à la fois bien écrit, mais pas difficile à lire, enfin il y a vraiment, je pense que ça peut plaire à des gens qui lisent juste pour se distraire, pour avoir une histoire distrayante, mais ça peut plaire aussi, et ça plaît forcément à des gens qui ont une approche un peu plus, on va dire, exigeante de la littérarité, des proses narratives. Donc c'est un livre qui est vraiment très très bien foutu, pour le dire de manière un peu vulgaire. Et donc ce livre, le roman des pauvres cheveux, a des narrateurs qui sont des cheveux. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle le roman des pauvres cheveux. Il y a en fait 3 cheveux différents appartenant à 3 propriétaires, à 3 humains différents, qui se croisent et qui se racontent leurs histoires les uns aux autres et qui finissent par nous la raconter à nous. Donc il y a toute une espèce de pacte narratif qui rappelle un peu les fictions du XVIIIe siècle, sur les manuscrits trouvés, sur les gens qui se rencontrent, sur les récits enchâssés, etc. Et c'est très habile, et ça parle admirablement, en fait, je pense, de l'Algérie contemporaine. Et à travers la question des cheveux, ça parle aussi de l'apparence, ça parle de tout ce qui est de l'ordre de l'apparence, de l'humanité, en faisant parler fictionnellement des narrateurs qui appartiennent au corps humain mais qui ne sont pas l'homme, qui ne sont pas la femme, qui ne sont pas l'être humain. Il y a cette espèce de regard qui est un regard indirect mais néanmoins participatif sur ce qui définit l'humanité. Et je disais que c'était un roman aussi sur l'Algérie contemporaine parce que c'est un roman aussi sur la question du cheveu que l'on cache, et donc évidemment le foulard, le voile, etc. Et on s'y attend pas réellement, mais c'est vers le milieu du roman que cette question apparaît. Et puis il y a évidemment toute la question du cheveu que l'on martyrise, ou qui se sent martyrisé, parce que, évidemment, le ou la propriétaire veut le modifier. Donc évidemment, il y a toute la question de la teinture. Pourquoi est-ce que, effectivement, une Algérienne aux cheveux très noirs va soudainement se teindre en rousse, en blonde, etc. Donc voilà, il y a toute cette question-là aussi. Donc c'est une question sociologique très intéressante. Vous savez, j'ai parlé il n'y a pas très longtemps de Americana, de Chimamanda Ngozi Adichie, et la question des cheveux, la politique, l'idéologie et l'esthétique qui se trouve dans la question de la chevelure, de la coiffure, et notamment pour les femmes, est une question centrale, en contexte postcolonial. Donc ce livre-là participe totalement de cette question-là. Donc il y a par-delà le récit, le choix narratif, qui est un choix extrêmement amusant et audacieux à la fois, qui fait qu'on lit le livre avec plaisir, il y a toute cette question politique et idéologique qui est derrière aussi, mais qui n'est pas affirmée de manière lourde. C'est ça que j'ai bien aimé dans ce livre. Alors je vais vous... J'ai très mal aux yeux, je ne sais pas pourquoi, mais on va se débrouiller. Je vais vous lire un extrait sur la question de la langue, parce qu'il y a un des cheveux qui essaie d'employer des mots un peu éloquents, etc. Mais il se trompe parfois dans les
dans ces termes-là. Je me dois de faire une pause ici. Comme vous le savez, j'essaie de reproduire le récit d'Anzad le plus fidèlement possible, mais il y a deux mots dont je ne suis pas sûr. Pau village, par exemple. Je me rappelle que ça voulait dire quartier pauvre, mais je ne suis pas du tout certain que ça soit le mot qu'il faut. Ça y ressemble sûrement, puisque pour m'en rappeler, j'ai noté que la première partie du mot voulait dire récipient et que le deuxième mot était un endroit où toute une population pouvait habiter, comme Hikf, par exemple. Donc logiquement, ça devrait être ça, Pau village. Il y a aussi Ribambelle, dont je ne suis pas très sûr. En tout cas, ils sonnent bien tous les deux. Enfin, revenons à Fouzia. Je disais donc qu'elle avait grandi dans un Pau village. La misère dans laquelle elle vivait était un schéma classique, banal même. Le père passait son temps à boire et la mère faisait les ménages. Et elle, la plus grande des filles, devait faire le plus gros des tâches ménagères. S'occuper des petits, les nourrir, les laver, faire attention à ce qu'ils ne se blessent pas, à ce que leurs disputes n'aillent pas trop loin. De temps à autre, elle devait aussi faire des galettes, des beignets, des napperons ou des petits mouchoirs brodés, selon le besoin des voisins ou des employeurs de la mère. Bref, quelque chose qu'on pouvait vendre quand les fins de mois s'avéraient difficiles, comme elle était souvent. Et alors j'ai choisi ce texte parce qu'il y a toute cette réflexion sur la langue de la part d'un narrateur qui n'est pas un narrateur humain, qui ne maîtrise pas le langage humain. Il y a évidemment tout un pacte fictionnel très, très complexe là derrière. Et en fait, le Pau village, c'est évidemment le bidonville. Donc voilà, le lecteur a tous les codes. Je me rappelle que la première partie, c'était un récipient. Donc, ok, Pau village, bidonville. Donc ça fait partie des éléments assez amusants dans la manière dont le roman est écrit aussi. Je m'étais noté d'autres pages, page 119, et puis la toute fin aussi, qui est vraiment très bien. Allez, je vais lire un extrait de la page 200. Je finis par me faire une raison. Je finis par me convaincre qu'ils étaient bel et bien partis, peut-être morts, que je ne les reverrai plus. Et je me mis à me demander ce que je pouvais bien faire pour honorer leur mémoire, moi qui n'avais pas réussi à les sauver. Je me dis qu'il était peut-être temps que le fait que j'étais un méchieur me fût utile à autre chose qu'à me vanter, jusqu'à en irriter tout le monde. N'étais-je pas un méchieur parce que je savais lire et écrire? Et si cela me servait enfin à quelque chose, je repensais à la vie qu'avaient menée mes amis, elle méritait bien qu'on l'écrivît. Donc le méchieur, avec un E accent grave, ce sont certains cheveux qui sont dans la mèche et qui sont plus arrogants que les autres parce qu'ils se croient plus éduqués, parce qu'ils sont de fait plus éduqués, parce qu'ils connaissent plus de choses, ils connaissent du vocabulaire. Et donc là, c'est un cheveu qui sait lire et écrire, et donc c'est un méchieur. Alors ça joue évidemment sur messieurs, monsieur, etc. Et puis bien sûr sur chieur aussi, le fait de faire partie d'une mèche, mais d'être aussi un chieur. Voilà, le roman des pauvres cheveux de Linda Schwitten, et j'espère que je vous ai suffisamment intrigué pour que vous ayez envie d'aller y voir par vous-même. Bon, il y avait un peu de copinage, mais c'est vraiment du copinage de bonne aloi, parce qu'il y a des choses très bien. Et puis, ben voilà, il fallait essayer de reprendre un petit peu le fil de ces vidéos. À l'arrivée, on va avoir un film de presque 50 minutes, donc c'est très long. Mais je rappelle que normalement, je mets le chapitrage, j'espère que je vais penser à le faire, je fais un chapitrage qui vous permet d'accéder en dessous directement à telle ou telle présentation de tel ou tel livre. Si on exclut les fameux 4 dont je vais reparler, j'ai quand même parlé, je crois, d'une quinzaine de livres aujourd'hui. Donc 50 minutes, ça fait en moyenne 3 minutes par livre. Donc c'est pas tant que ça, on va dire. Allez, on va essayer de se remonter, d'y arriver, de s'y remettre. En attendant, je vous souhaite un bon début d'été. Et puis abonnez-vous.